Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Bien. Je suis à Buenos Aires. Et avec le beau temps? Oui. Attention, elle est lourde. Hein. Oui, je m'en suis aperçu. C'est vrai. Ça y est, c'est rentré. Ça y est. On y va? C'est parti. Quel plaisir de découvrir Buenos Aires. Comment vous vous appelez? Moi? Carlos. Ah, Carlos. Enchanté, Carlos. François. Comment va, François? Bien. Première fois à Buenos Aires? C'est la première fois. On dit mon Buenos Aires bien-aimé, non? Comme dans la chanson. La chanson de Gardel, oui. Vous êtes touriste? Non. Je viens parcourir les routes du vin en Argentine. En fait, je commence mon voyage. C'est bien, ça. Vous commencez à Buenos Aires pour connaître la ville? C'est ça. Et après, vous allez où? Dans quelle région? Je pense aller à Salta, à Cafayate pour le Torontes, Très bon, oui. et après à Mendoza. Super. Et à Mendoza, vous allez goûter le Malbec et le Sauvignon? Si. Ouais, le Malbec. J'ai beaucoup entendu parler de votre Malbec. Le Malbec, c'est un peu le navire amiral de nos vignobles. Un peu comme s'il était le porte-avions de l'Argentine. J'aime bien l'expression. Le porte-avions de l'Argentine. Oui, un porte-avions que nous n'avons plus, je crois. Et où allons-nous en premier? D'abord à l'hôtel, puis je vais à la Brigada. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr que je connais la Brigada. Le resto d'Hugo? Ouais. Vous connaissez Hugo? Bien sûr, on mange très bien là-bas. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Tu verras, tu voudrais y retourner tous les jours pendant ton séjour à Buenos Aires. Ça, c'est sûr. Pas de problème. On peut dire la Brigada de Hugo, c'est du costaud. Et en plus, ça rime. Parfait. Merci, monsieur. Merci. À la prochaine. À votre prochain voyage. Sur les routes du vin. Au pays du vin et du tango. Si. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Après avoir déposé mes bagages à l'hôtel, premier contact avec Buenos Aires. La ville dégage une atmosphère particulière, entre l'énergie bouillonnante de ses 11 millions d'habitants et la quiétude de ses ruelles bercées par le tango du quartier bohème de San Telmo. En direction de la Brigada, je prends mon temps, la tête encore dans les nuages, enthousiaste à l'idée de découvrir le restaurant d'Hugo Echevarrieta, aussi célèbre pour sa viande que pour son exceptionnelle cave de vin argentin, la plus importante au monde. Hola. 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 ¿Sí? Hola. Je suis François, je cherche Hugo. Hugo. Yo soy Hugo. Hugo. Sí. Hola. Enchanté. François. On s'est parlé au téléphone. Oui, c'était moi. J'ai l'impression que tu aimes le football, non? Oui, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, oui. C'est un lieu incroyable ici. Mais tu aimes aussi le vin, on m'a dit. Oui, j'ai une cave très importante. Eh oui, tout le monde m'a dit, à Buenos Aires, tu dois aller visiter la cave de Hugo. Je peux la voir? Bien sûr. C'est par ici, viens. Merci. C'est magnifique ici. Sí. Oh. Quel lieu incroyable. On dirait une crypte. Non. Sí. Raconte-moi un peu l'histoire de cet endroit. Ça fait 20 ans que nous y travaillons. Nous avons fait de cet endroit un endroit spécial pour nos clients. Et tu as combien de bouteilles ici? 52 000. 52 000. C'est vraiment hallucinant. Et par là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On dirait un lieu très privé. Ce sont les caves privées de nos clients. On dirait une banque à Zurich. Plus ou moins, oui. Ça en a tout l'air. Et qui vient ici? Par exemple, ici, nous avons le casier de Diego Maradona.
Son nom me dit quelque chose. Il est un peu connu. C'est un champion de tennis, non? Non, tu plaisantes. Non, football. Francis Ford Coppola. Le réalisateur, ouais. Claro. Et comment ça marche? Par exemple, si Maradona veut goûter un vin particulier, il t'appelle? Il m'appelle et me dit « Garde-moi tel vin ». Et moi, je lui mets de côté, et puis il vient et il le boit. Ici? Acá. Dieu s'est assis là. Sí, señor. Oui, Dieu s'est assis juste là. Et ici, tu as tes meilleurs vins, j'imagine, non? Les vins les plus importants. Tous les vins de garde. Il y a des bouteilles de 1977. Le plus vieux que tu as est de 1977. 77, oui. Il faut pas déranger les bouteilles. Oui, il faut parler doucement. Doucement, doucement. Viens par ici, regarde. Y acá tenemos Tu as le choix. parguelitas. Ça s'arrête jamais. Non, Todo. Et avec ton vin préféré, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Y no hay mejor il n'y a pas de meilleur accompagnement que la viande. La célèbre viande argentine. Eh oui. J'en ai beaucoup entendu parler. Pero Je t'invite si tu veux. quieres, À manger? D'abord, primero tu tienes dois que cuisiner avec moi. conmigo. Moi, je vais cuisiner avec un maestro comme toi? Oui, D'accord, allons-y. Ok. allons-y. Adelante. Passons à la Vamos parrilla. J'en reviens pas. Je pourrais en pleurer d'émotion. Juste une question. Pourquoi est-ce que la grille est toute blanche? Porque se limpia Parce qu'on la nettoie à la saumure, con salmuera. Para que no pour que les tenga saletés n'y adhèrent pas. suciedad ni nada. Ah, c'est pas du sel alors. De la saumure, de l'eau et du sel. Un mélange d'eau et de sel. Des testicules de jeunes taureaux. Ojo de bife. Regarde ce beau morceau. Du travers, du Tapo de steak. ojo. Un morceau spécial. Este es el corte especial Ça, c'est le morceau spécial que tu vas después déguster. vas a degustar. Super. Vos. Et avec tout ça, qu'est-ce que tu boirais? Est-ce que ça dépend des différents morceaux? Oui, Siempre un bon Cabernet Sauvignon pour les abats. Tels que l'estomac, les testicules, les tripes d'agneau. Avec ça, un cabernet. Oui, mais pour la viande, il faut un bon Malbec. On va goûter mon préféré, celui de la Catena Zapata. Et comme tu es originaire de Mendoza, j'imagine que le Malbec... C'est ce qu'on fait de mieux en Argentine. À table. Viens, je t'invite. Avec grand plaisir. Je te suis, Hugo. Prends place pour goûter la viande avec un bon vin. Un buen vino. Assieds-toi. Ahora te traigo la comida. Ok. François. Je te présente Diego. Bonjour, Diego. On prend une cuillère. Acá la carne Ici, la en cocina Argentine, se on corta coupe la con viande à la cuillère. cuchara, la carne. À la cuillère? J'arrive pas à le croire. Regarde-moi ça. À la cuillère, je rêve. Vas-y, tu m'en diras des nouvelles. Même sans rien, c'est délicieux. Je peux m'évanouir là. Bravo, à la tienne. Première journée bien remplie. Première viande, premier contact avec le Malbec. Cette mise en bouche est très encourageante pour la suite de mon voyage. Le vin argentin est à l'image du pays et de ses habitants. Puissant, généreux et passionné. Le soir tombant, sur les conseils d'un ami, j'en profite pour me rendre dans une milonga. Plus précisément au Centro Región Leonesa, dans le quartier de Montserrat. Un lieu de danse mythique où le tango est roi. Ici, le tango, c'est comme une religion. On le vit, on le ressent. Il fait partie de l'âme de Buenos Aires. Les jolies robes sont de sortie. Avec élégance et sensualité, des inconnus s'enlacent le temps d'une histoire. Un temps qui reste suspendu.
Ce matin, comme promis, Hugo m'accompagne dans le quartier de la Boca pour fouler la pelouse de l'enfant du pays, Maradona. Ok. Ça va aller? Et maintenant, on va sur le terrain. A la cancha. Oui, on y va. C'est un privilège d'entrer ici. J'imagine. Peu de gens y ont accès. Le lieu en impose. Boca, c'est tout de même l'un des clubs les plus titrés du monde. La forme rectangulaire de son stade, avec des gradins élevés, lui a rapidement valu le surnom de Bombonera, la bonbonnière. Mais certains l'appellent la poudrière, tellement l'ambiance y est explosive. Dis-moi, Hugo, même si toi, tu es supporter du club Independiente, je le sais, ce stade est un lieu culte pour tous les Argentins, non? Ah oui, c'est culte. Il représente le peuple argentin. Boca est le club le plus populaire. Les supporters se considèrent comme un 12e joueur. Ici, on sent, on vibre. On vit le football différemment. Le supporter de Boca est un vrai passionné. Tout vient du cœur. Écoute, la visite a été vraiment intéressante. Ça t'a plu? Ah oui, vraiment. Hugo, merci pour tout. À la prochaine. Merci. Et change pas surtout, hein. S'il te plaît. Au revoir. À bientôt. Être au cœur du quartier de la Boca, sans prendre le temps de flâner dans ses rues, serait une faute de goût. Tant ce quartier, l'un des plus pauvres de Buenos Aires, révèle un charme intemporel. La Boca, c'est un petit monde à lui seul. Une sorte d'îlot où les habitants s'évadent au travers de leurs habitations multicolores. Dernier moment intime avec la belle Buenos Aires. S'étendant sur des kilomètres, la ville laisse entrevoir dans sa démesure le voyage qui m'attend. Départ de Buenos Aires, direction le nord du pays à 1300 km de la capitale. 2h30 de vol me donne l'occasion de me replonger dans mes lectures de voyage. Ma route des vins me mène vers la région de Salta, où la brise des montagnes donne aux 4000 hectares de vignobles une distinction bien particulière. La plupart des récits de voyage s'accordent à dire que cette route est tellement belle qu'on en tombe amoureux. Rien de plus simple à imaginer quand on prend le temps de goûter au charme de la ville de Salta. Arrivant de Buenos Aires, la forte concentration d'Indiens me donne un peu l'impression d'avoir changé d'Argentine. C'est vrai que la frontière bolivienne n'est pas loin. Très vite, en prenant la direction de Cafajate, l'un des villages les plus importants des vallées calchaquiès, je comprends mieux les superlatifs qui font d'elle l'une des plus belles routes au monde. Protégé par la précordillère, le cépage blanc emblématique de l'Argentine, le Torontés, s'exprime sans contrainte dans cette région. Sur les conseils d'un ami œnologue, j'ai pris rendez-vous avec José Pastrana. Il est le gardien du plus vieux vignoble de la vallée, la Bodega La Banda. Dis-moi, José, ce bâtiment m'a l'air très vieux, non? Oui, c'est un bâtiment de 1807. Surprenant, hein? C'est vieux. Nous avons 150 hectares de vignobles tout autour. 60% c'est du raisin blanc, le Torontés, qui est le cépage phare de la région. Délicieux ce raisin. C'est le meilleur. Et autant te dire qu'à Cafajate, c'est bien le meilleur. Ce sont des vignes très anciennes, plantées en pergola. Elles ont entre 50 et 60 ans. Maintenant, je te propose un petit parcours. D'accord. Tu vas me montrer tes plus vieilles vignes, c'est ça? Tout à fait, je vais te montrer nos vignes les plus anciennes. C'est par là? Par là. Allons-y. Attention ici, François. Ça, c'est le tronçon Paris-Dakar de la Bodega. Nous avons une petite portion de terrain pour le Dakar, c'est vrai. Ça, c'est pour l'irrigation des vignes? Oui, ça sert au système d'irrigation par inondation. Ici, il existe un autre système plus moderne, le goutte à goutte. Regarde, François, je vais te montrer une de nos parcelles. Nous avons quelques hectares où les jeunes vignes sont mélangées aux plus vieilles. Observe bien et regarde en face.
On dirait un peuplier, non? Ou un caroubier. Ça, c'est notre secret. C'est le pied de vigne le plus ancien que nous avons. Incroyable. Tu vois, cette vigne, c'est la plus vieille de toute la bodega. C'est le plus vieux pied que nous avons, tous cépages confondus. Je calcule qu'elle a entre 80 et 90 ans. Pour moi, c'est la mère de toutes les vignes que nous avons ici. C'est une jolie expression, ça. 80 ou 90 ans. Tu ne rêves pas, oui, 90 ans. J'avais jamais vu ça. Jamais. Il y en a de plus grands encore. Il y a plus grand que ça? Oui, plus gros, plus grands. Les troncs peuvent devenir très épais. Alors c'est un baobab. Quasi un baobab. Combien il mesure celui-ci? 30, 40 cm? Approximativement, je dirais 30 à 35 cm de diamètre. Impressionnant. Elle est très bien entretenue. Pour qu'elle continue ainsi et qu'elle arrive à 120 ans ou plus, elle doit être très bien soignée. Par exemple, on n'utilise aucun produit chimique, aucun pesticide. Tout est organique. Tout à fait, tout est organique. Si nous la respectons, la vigne va continuer à vivre. Apparemment, ce traitement lui convient. Hein. Elle est en pleine forme. N'est-ce pas? Elle a une bonne silhouette, hein? Une belle silhouette. Chaque branche ou bras est chargée de grappes de raisin, tu vois? Et elle s'étend sur combien de mètres? Alors, elle peut atteindre 10, 20 mètres. Si on ne la coupe pas, elle va continuer à pousser, comme n'importe quelle plante de ce type. Elle avance, s'accroche à tout ce qu'elle trouve sur son chemin et continue de grandir. Oui, parce que la vigne, c'est une liane, en fait. Oui, une liane. Plus précisément, une plante grimpante. Grimpante. Parce que ce sont des plantes qui poussent et qui s'accrochent à tout ce qu'elles trouvent pour continuer leur croissance. Madame, mes respects. Beaucoup, beaucoup de respect. Cette vigne est celle qui le mérite le plus de toutes, entre 80 et 90 ans. Ça t'épate, hein, François? On y va? Je t'en prie, après toi. Avant de quitter Rosé, je parcours ces rangs de vignes, aussi denses qu'une forêt vierge. Jamais je n'ai vu de pied aussi imposant. Après cette découverte, une petite visite de Cafajate s'impose. Le constat est rapide. Ici, tout tourne autour du vin. Sur la place centrale, les cueilleurs de la vallée se font un peu d'argent en vendant du raisin et des pieds de Torontes. Comment va? Comment tu vas, le gringo? Ça, c'est du Torontes? Du Torontes, oui. Je vais te faire goûter. Merci. Il est bon, ce raisin. Il est vraiment bon. C'est le Torontes de Cafajate. Merveilleux. Et où sont vos vignes? Non, non, moi j'achète. J'achète et je vends. Vous n'êtes pas producteur? Non, non, je ne suis qu'un marchand. Et là, ce sont des petits pieds de Torontes? Cela, oui. Ça, c'est du Torontes. Quel âge il a, celui-là? Celui-ci est d'octobre. D'octobre. Il a 4 mois. 4 mois. C'est un cépage plein de vie. Il pousse vite. Oui, très vite. Absolument, c'est un petit goût sucré, aromatique. C'est pas étonnant qu'après ça donne ce vin. Et dites-moi, est-ce que vous connaissez, ici à Cafajate, un endroit où on fait de la glace au vin? Oui, c'est un peu plus loin, à 250 mètres. Sur cette rue? Oui, sur la même, là. C'est indiqué. Ils font de la glace au Torontes. C'est marqué dessus. Et ils font aussi de la glace au vin rouge. Et elles sont bonnes? Tu vas voir. D'accord, je vais y aller. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment va? J'ai rencontré 2 personnes sur la place qui vendent du Torontes. Ah, le raisin. Oui. Et ils m'ont envoyé ici en me disant que vous faites de bonnes glaces au vin. Oui, monsieur. Au Torontes et Cabernet.
Au Torrontés, Chardonnay et Cabernet. Chardonnay aussi. Oui, on a plusieurs goûts. Et je peux voir comment vous faites la glace au Torrontés? On va passer de l'autre côté. Ici en face. Vous m'accompagnez? La préparation à la crème est déjà faite. C'est de la crème fraîche? Disons que la base de préparation de ces glaces est le lait. Il sert à faire la crème. Une fois que la crème a été au repos, c'est-à-dire qu'elle est en maturation, on ajoute le vin. Une bouteille entière? Une entière, puis une autre. 2 bouteilles. Et encore une. Et une troisième? Et on verse le tout dans le batteur. Après, on bat. Et dites-moi, on peut faire de la glace avec tous les vins? Presque. On en a même une au champagne. Ah, au champagne? Maintenant, il faut attendre environ 20 minutes. Et elle va s'épaissir, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle va être plus compacte. Goûtez-moi un peu ça. Elle est au Cabernet. Je suis impatient. Allez-y. Ça, c'est une grande première quand même. Une glace au Cabernet Sauvignon. Monsieur, j'aime beaucoup. Non, Vraiment, j'adore. Me gusta muchísimo. À part le Cabernet, on peut faire aussi de la glace avec de la Syrah, du Tanat, mais pas avec du Malbec. Pourquoi pas avec le Malbec? Le cépage doit être plus léger, plus doux. Ah, c'est à tomber. C'est à tomber tellement c'est délicieux. C'est doux, c'est parfumé. Muchas gracias. Merci beaucoup. Enchanté, monsieur. Enchanté. Merci. Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce petit rafraîchissement au Cabernet était un luxe avant d'affronter la route 40. Cette route donne le tournis. 5200 km qui traversent l'Argentine de la Bolivie à la Terre de Feu. Pour ma part, je vais me contenter des 6 heures de piste, de sable et de cailloux qui me séparent de ma destination, la Bodega Colomé. Désertique, lunaire, ces terres sauvages sont d'une beauté incroyable. Seuls de petits villages isolés me rappellent que je suis sur Terre. Attends, qu'est-ce que j'ai vu là? On vend du vino patero. Qu'est-ce que c'est que du vigno patero? On va voir. Ah, il manquera plus que je m'en sable. Non, ça y est, c'est bon. Hola! Dites-moi, c'est quoi le vino patero? Si. On ne sait pas ce que c'est. Ça vous dit rien? Non. J'ai vu un panneau là derrière. Ici, on vend du vino patero. Il faut demander là-bas. Là? Oui, c'est ça. D'accord, je vais aller voir. Merci. Allons voir. Hola. Bonjour madame. Bonjour. J'ai vu le panneau. On vend du vino patero. Oui, en effet. Mais qu'est-ce que c'est? Venez voir, entrez. Merci. Vous allez pouvoir le goûter. Bonjour monsieur. Soy François. Gustavo Bravo. Gustavo. Vous allez bien? Bien, merci. J'ai vu le panneau vino patero. Oui, en effet. On fait ce type de vin. Mais on peut pas faire du vin ici. Pourquoi? Tu penses qu'il n'y a pas de pied de vigne ici? Bah oui, c'est ce que je pense. Bah, s'il n'y avait pas de vigne, d'où on sortirait le raisin pour faire le vin? Bah justement, il y a des vignes ici. Bah attends, je vais te faire goûter mon vin. Avec grand plaisir. Ça, c'est le vin que je fais. Patero rouge et patero doux. Des vallées calchaquies salta. Incroyable. Mais j'arrive toujours pas à croire que la vigne puisse pousser ici.
Une fois que tu auras goûté, je te montrerai. Avec plaisir. Je vais en déguster juste un peu, hein, parce que je dois conduire après. Bois ce que tu veux. Dale. Celui-ci est un rouge sec. Celui-ci est un blanc Torrontés. Ah, tu fais aussi du Torrontés? Ah oui. Et je vais aller t'en chercher d'autres. Oui, c'est gentil, mais je peux pas tout boire. Hein. Voilà, celui-ci c'est mon rouge doux. Juste une goutte de chaque, hein, s'il te plaît. Par lequel je commence? Tu peux commencer par le rouge, Si. que nous faisons avec un mélange de cépages. Un cépage criollo d'ici, mélangé à du Malbec. Et le criollo, c'est un cépage local? Oui, originaire de cette région. Il a les caractéristiques propres de ce terroir. Il vient d'un endroit qui s'appelle Pajo Bastija. C'est une zone qui se trouve dans la précordillère des Andes, à 1700 mètres. Juste une gorgée de Torrontés. Alors, il est doux au nez et il est sec quand on le boit. Exact. Il a des arômes fruités, mais c'est un vin sec. Il a les caractéristiques d'un Torrontés. Des senteurs de fruits et une acidité qui reste en bouche. Le degré de l'acidité lui donne ses caractéristiques propres. Et les vignes? Ah, montre-les-moi, s'il te plaît. Allons-y. On y va? Bien sûr. Par où? Par là? Par là, oui. On va voir le Cabernet, le Malbec et le reste. Si. Ah, Tu cultives 3 cépages ici, non? Enfin, plutôt 4 avec le criollo, le Cabernet. Malbec et Torrontés. 4 cépages sur une parcelle de quoi? 2 hectares maximum? Oui, à peu près. Quel endroit merveilleux. Et alors ici, précisément, c'est quel cépage? Ici, nous avons le cépage criollo, du Torrontés et un peu de Cabernet. Le criollo, c'est bien un cépage rouge. C'est du raisin noir, oui. Et il y a des plants qui sont encore en pleine véraison. C'est-à-dire que le raisin est en train de passer du vert à sa couleur propre. D'autres ont déjà la couleur, mais ne sont pas encore complètement mûrs. Ça, c'est du Torrontés. Mais dis-moi, on dirait qu'il est mûr, là. Il n'est pas encore prêt? Si tu le goûtes, tu vas sentir qu'il est encore trop acide. Il n'est pas assez mûr. Mais il lui manque pas beaucoup, non? Ouais, il lui manque à peu près 30 jours. D'accord. Mais dans 30 jours, il va être exquis. Bien sûr. Parce que là, il est vraiment très bon, déjà. Il faut que le raisin atteigne l'équilibre entre l'acidité et le sucre pour qu'il donne après un bon degré d'alcool, les arômes et les saveurs. Joli travail. Merci. Eh ben, un grand merci à vous tous. Quelle jolie famille tu as. Merci, Gustavo. Merci encore pour tout. Bonne journée. Au revoir. J'adore ce genre de rencontre sur la route du vin. C'est ça. C'est super. Allez, on y va. Bodega Colomé. Après une bonne nuit de sommeil, je me rends tôt à la Bodega Colomé où j'ai rendez-vous avec Thibaut Delmotte, un œnologue français. Ça pourrait surprendre de trouver un compatriote dans ce coin perdu du nord du pays, mais la richesse des terroirs argentins a depuis une vingtaine d'années attiré de nombreux Français et leur savoir-faire viticole. Hola. J'ai rendez-vous avec Thibaut. Suivez la route tout droit. Gracias. Thibaut. Bonjour François. Enchanté. Enchanté. Pas gâté aujourd'hui? Non, non.
C'est un peu dommage, on va pas profiter à 100% de Non, mais on peut quand même l'expérience. faire la balade. Oui, Un cheval bien sûr, que tu m'avais promise. Ça, il n'y aura aucun problème. Ah, Les super. chevaux sont prêts, et on peut y aller quand tu veux. Eh ben écoute, alors, allons-y. C'est parti. Ah, je te suis. Allez. C'est par là. Hola. Bonjour. François. François, enchanté. Mucho gusto. Bonjour, vous allez bien? ¿Todo bien? Quels chevaux on prend aujourd'hui? Prenez Carnavalero et Kitucho. Ah, il s'appelle Kitucho. Oh là, salut Kitucho. Bon. Dès le début, une impression quasi mystique se dégage des lieux. Le silence magique, une matinée brumeuse et pluvieuse, un environnement paisible où l'on produit l'un des meilleurs Malbecs au monde. Ah, Thibaut, c'est absolument incroyable de se trouver sur un cheval comme ça dans les vignes en Argentine. Et c'est aussi une bonne façon pour faire le tour du vignoble. On a le bon rythme, on peut bien voir ce qui se passe dans le vignoble. Donc on joint l'utile à l'agréable. Tu es arrivé quand ici? J'ai commencé à travailler à Colomé en 2005. Et tu es arrivé d'où? De Bourgogne. De Bourgogne, d'accord. J'ai travaillé en Bourgogne, j'ai passé mon diplôme en Bourgogne. Et voilà, j'ai rencontré le Donald S., le propriétaire, qui cherchait un œnologue. C'était pas dans mes plans de rester travailler, mais le projet m'a plu, le défi surtout m'a plu. Là, on est à quelle altitude exactement? Colomé, c'est à 2300 mètres. D'accord. Et on a des vignobles entre 1700 mètres à Cafajate, 2300 à Colomé. Et un peu plus au nord, on a 2 domaines, 2600 mètres et 3100 mètres. C'est unique au monde, ça. En théorie, c'est le vignoble le plus haut du monde, oui. Il y a beaucoup d'avantages, c'est qu'on a des nuits très fraîches et des journées assez modérées. On n'est jamais au-dessus de 35 degrés, donc ça brûle pas le raisin, ça brûle pas les arômes, on a toujours des arômes assez frais. Donc le froid de la nuit permet de garder l'acidité. Donc on a une très belle acidité dans le raisin, donc dans le vin. On n'a pas besoin d'acidifier les vins à Colomé. L'autre avantage, c'est plus on va en altitude, plus on a de l'ultraviolet. Donc le raisin réagit à ça en produisant une peau plus épaisse et plus obscure. Donc ça donne l'élégance pour les nuits fraîches, beaux fruits, belle fraîcheur, et la concentration pour la peau épaisse. Donc c'est des vins puissants et élégants en même temps. On va descendre là. Ouais. Et là, les pieds ont quel âge alors? On ne sait pas trop, entre 90 et 150 ans. Waouh! Donc là, vraiment, c'est ce qui donne les meilleurs vins de Colomé. Donc, tu vois, il y a peu de grappes par Oui. plante, des grappes assez petites, c'est très concentré. Avec ça, on fait le Reserva, qui est le vin le plus important de Colomé. Et ça, vraiment, c'est vraiment au vieux style d'Argentine. C'est toutes les plantes mélangées. Là, on vient de voir un Malbec. D'accord. Et là, on a un Torrontés. C'est un Torrontés. Que c'est joli ce que tu as préparé, écoute. Donc voilà, c'est un endroit un peu rustique de Colomé où on profite pour venir boire une petite coupe de vin. Alors, on m'a dit que ton Malbec faisait partie des 10 meilleurs Malbecs d'Argentine. Tu confirmes? On est dans les meilleures caves, je pense, oui. Tu confirmes? Au moins dans les vallées Calchaquí, on est un peu un précurseur. On a un peu le train, la locomotive du train. Et je pense au niveau Argentine, oui, on peut dire qu'on est dans le top 10. Ouais. Et c'est du 100% Malbec ou? Non, ça c'est un assemblage, 85% Malbec, donc vraiment toutes les caractéristiques principales sont du Malbec. Et les 15% entre Syrah, Cabernet Sauvignon et Tanat. Et c'est quoi Tanat? Je connais pas ce cépage. Tanat, c'est un cépage du sud-ouest de la France, Madiran, entre Gers et Pyrénées. Et vraiment un cépage très acide et très tannique. Le mot Tanat vient de tanin, justement. Poivré, hein? Exactement, poivré, oui. Et en bouche, un vin puissant, assez rond. Donc ça fait vraiment un vin agréable à boire maintenant, mais qu'on peut garder tranquillement dans sa cave, 5, 6 ans. Maximum 10 ans, je dirais. Le Malbec est quand même meilleur quand il est assez jeune. C'est un côté carte postale, avec les chevaux qui sont là à côté dans les vignes en Argentine. Pleine Argentine, c'est un bonheur. Thibaut. Santé. Salut. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Vraiment. En repartant vers Salta pour m'envoler en direction de Mendoza, province reine des vignobles argentins,
je traverse une immensité de sculptures naturelles, la Quebrada de las Conchas. La route est somptueuse. Formations rocheuses multicolores, montagnes semi-désertiques. Un spectacle que la nature a préparé depuis des millénaires. Sans aucun doute, cette route restera l'une des plus émouvantes qui m'ait jamais été donnée de parcourir. Balade matinale dans les rues de la capitale des vins argentins. La ville de Mendoza a pour devise « La terre du soleil et du bon vin ». Une belle entrée en matière. En effet, la région de Mendoza, c'est 150 000 hectares de vignes et plus de 1000 caves. De quoi perdre la tête pour un passionné comme moi. Située au pied de la cordillère des Andes, les plus grandes bodegas d'Amérique latine bataillent pour l'excellence. Visite de prestige, je me rends à quelques kilomètres d'ici à Pedriel, où se trouve la bodega Terrazas de los Andes. J'y suis attendu par Hervé Birny-Scott, le responsable du domaine. Leur chai est, paraît-il, l'un des plus beaux, sinon le plus beau d'Argentine. Bonjour François. Hervé. Exactement, enchanté. Merci de nous rendre visite chez Terrazas de los Andes. Et enchanté de te rencontrer. Écoute, c'est un plaisir. Il paraît que tu as des chais absolument extraordinaires. Ah oui, on a une cave magnifique, une cave historique. Ouais. T'as envie de la visiter? Avec grand On y va plaisir. maintenant? Avec grand plaisir. Bon, allez, Allez. c'est parti. Et voilà. C'est incroyable cet endroit. Voilà, c'est notre temple hein, dédié au vin. Alors, cette architecture en arche que tu vois là, avec ces successions de perspectives, c'est typiquement cette inspiration des morts. Et il y avait un souci de fonctionnalité, mais un souci d'esthétisme évident, avec des secrets architecturaux hérités de ces années de colonisation de l'Espagne, quelque part. Nous, notre objectif a été de maintenir cette identité et d'y installer quelque part la technologie qui puisse nous permettre de faire les meilleurs vins. Ouais. Mais on avait un gros problème, c'est que les cuves qui servaient à vinifier, à faire le vin à la fin du 19e et début du 20e siècle, c'était des cuves en briques. Et ces cuves en briques étaient bien entendu la fonctionnalité de récipient pour le vin, mais aussi de contrefort pour ces colonnes. Parce que ces colonnes sont grêles, des colonnes qui en elles-mêmes, pas de ciment, pas de ferraille. T'imagines, devant des accélérations horizontales de tremblements de terre, ça s'écroule. Oui, parce que c'est vraiment une zone sismique ici. Une zone sismique, ouais. C'est une zone sismique avec des tremblements de terre destructeurs. Donc ces cuves, qui étaient des deux côtés, servaient de contrefort. Et quand on les a enlevées pour mettre cette technologie beaucoup plus alimentaire et appropriée de l'inoxydable, il a fallu renforcer avec un travail artisanal. C'était les pyramides pour nous, ça a été un travail colossal. Il a fallu renforcer chacune des colonnes, une par une, avec une technologie bien singulière, bien particulière. La réussite au bout est belle. C'est vrai que c'est magnifique d'avoir réussi à associer l'histoire comme ça et la technologie pour des vins du Nouveau Monde. C'est vrai. Bravo. Ouais. Non, on est fiers de cet écrin-là. Mais t'as pas tout vu. Ah bon? Non, on a un magnifique chai à barrique et en ce moment, on est en train de faire des assemblages de composants, donc des choix de barrique. Ça te dirait de mettre le nez dessus? Avec grand plaisir, oui. Bah, on y va? Très bien. Allez. Le sujet pour nous, c'est d'avoir plusieurs tonneliers, des tonneliers français qui nous apportent de la structure et de la complexité et aussi quelques barriques américaines parce que c'est un complément, quelque part, au style français. Alors, on est là devant cette barrique, c'est pas par hasard, parce que j'aimerais qu'on la déguste ensemble. En entier? C'est parti. Là, on est sur un Malbec, pas n'importe lequel, puisque c'est un peu notre grand cru. C'est le cru de Las Compuertas. Et là, on est sur un 2011. Et là, il va rester combien de temps en barrique encore? Il va rester encore une dizaine de mois en barrique pour compléter ces 18 mois, c'est le minimum, éventuellement 20 mois. On déguste tous les mois pour, premièrement, voir si le vin évolue bien en barrique et ensuite aussi faire des choix, parce qu'on pourra choisir de conserver cette barrique et peut-être pas celle-là, parce qu'elle a évolué de façon un peu différente. Donc on a encore une étape de création, quelque part, quand le vin est encore en barrique. D'accord. Alors là, on a un nez qui est expressif. On a du fruit, on a du floral. Pour nous, c'est un composant bien particulier parce que c'est le socle dur de notre single vineyard, de l'assemblage. Ça sera ça, plus d'autres composants qui apporteront de la complexité. Mais là, on est sur les fondations de ce qu'on veut faire en termes de vin. Ah, écoute, ça a l'air prometteur. Hein.
Le vin est déjà fait, il est déjà onctueux, il est déjà rond. Le vin est né, maintenant on l'élève et il est prometteur. On est dans la route d'un grand vin. On a une œnothèque magnifique. Est-ce que tu veux là me suivre pour remonter dans le temps et goûter un millésime du passé? J'adore les voyages dans le temps. On y va alors. C'est incroyable. Donc là, si je comprends bien, on est dans la crypte. On est dans la crypte. Hein? C'est là où repose la mémoire œnologique, notre histoire, l'histoire de nos vins. Ah, c'est un endroit génial. Donc là, je pénètre dans la machine à remonter dans le temps. Hein. Exactement. C'est tous nos millésimes depuis le début. Et en plus, on a le choix. C'est ça qui est fabuleux. On a toutes ces années pour choisir. Laquelle t'aimerais goûter? Je sais pas, on remonte 10 ans en arrière? 10 ans en arrière, 2001. Un bon choix. Tu comprendras pourquoi. C'est un bon choix? C'est un bon choix, tu comprendras pourquoi. Par contre, le challenge est dur parce que tu me fais monter haut là. Oh, j'aurais pu te demander 99, remarque. Hein. Oui, encore plus haut, c'est ça, oui. Voilà, tiens, voilà. Merci. Allez, on va ouvrir cette bouteille avec un tire-bouchon un peu particulier. Oui, justement, j'étais en train de remarquer ton tire-bouchon là. Tire-bouchon à 2 lames qui permet d'ouvrir les bouteilles les plus anciennes, les bouchons aussi les plus anciens, en toute sécurité. Donc, c'est vraiment l'outil de l'énologue, ça. Alors, et du sommelier. Est-ce que tu regardes, toi, est-ce que tu regardes le bouchon? Parce que moi, j'avais lu parfois que bon, quand l'intérieur était humide du bouchon, c'était plutôt très bon signe. Oui. Hein, c'est ça? Hein? Quand l'intérieur est humide, c'est bon signe. Par contre, il ne faut pas que le vin ait migré sur les côtés du bouchon. D'accord. Alors là, on est devant un vin qui a 10 ans. Donc, bien entendu, il doit s'aérer un peu dans le verre pour exprimer tout ce potentiel, parce qu'il s'est complexifié, il s'est un petit peu fermé en bouteille, mais avec beaucoup plus d'arômes potentiels qui vont maintenant se révéler en contact avec l'air. Mais c'est un Malbec ou un Cabernet Sauvignon? C'est un Malbec. C'est un Malbec, d'accord. Et ça répond parfois au questionnement sur est-ce que les vins du Nouveau Monde peuvent vieillir, est-ce que le Malbec en particulier peut vieillir. Je crois qu'avec ce vin qui a 10 ans, on a une réponse. Oh, il y a des arômes même de chocolat, quoi, non? On est sur le chocolat, le café, le confit, torréfié. Ah, c'est étonnant de faire la comparaison avec celui qu'on vient de goûter, là, qui était en plein élevage. C'est ce qu'on veut démontrer, en fait, avec ces anciennes bouteilles, c'est que les grands vins peuvent vieillir. Oh, merveille. Convaincu? Écoute. Santé. Sur les conseils d'Hervé, je me rends dans la vallée de Potrerillos, un endroit magique, à 65 km de Mendoza. La surprise est totale. Dans cette vallée située à plus de 1300 mètres d'altitude, se trouve un lac artificiel qui, avec ses 12 km de long, fait partie des nombreuses sources d'alimentation en eau des vignobles de Mendoza. Le lieu est si reposant, presque surnaturel. Je pourrais y rester des heures, mais ma route des vins est loin d'être terminée. Au pied de la cordillère, j'ai rendez-vous avec Nicolas Audebert, l'œnologue du domaine viticole le plus prestigieux d'Argentine, Cheval des Andes. Un nom qui aujourd'hui dépasse largement les frontières. Voilà. Nicolas, I presume. Bonjour François. Enchanté. Ça va bien? Quel bonheur de découvrir cet endroit. Ça reste pas mal, ouais. Donc Cheval des Andes. Exactement. Notre vignoble, 50 hectares, pied de la cordillère. Quelle merveille. Explique-moi un peu, alors juste en gros, bon moi je connaissais Cheval Blanc, Oui. Cheval des Andes, il y a un rapport Oui, bien sûr, c'est le petit frère, quelque chose comme ça. Petit frère sud-américain, quoi. Petit frère sud-américain, exactement. C'est un projet qu'on a commencé il y a un peu moins de 15 ans, en 99, avec le souhait de reconnecter avec le passé du Malbec. Bon, tu sais, le Malbec, c'est la grande variété argentine, mais le Malbec a eu ses heures de gloire à Bordeaux, a complètement disparu à la crise phylloxérique. Mais Cheval Blanc avait beaucoup de Malbec, comme tous les premiers grands crus classés bordelais. Et aujourd'hui, son nouveau terroir, c'est ici, au pied des Andes, sur ce plateau, c'est Contrefort-en-Ain, 1100 mètres d'altitude, où il s'exprime à merveille. Et donc, en fait, nous, Bordelais, on est venus le chercher ici pour refaire un assemblage, comme ça se faisait à Bordeaux autrefois, en assemblant les 4 variétés bordelaises actuelles, plus le Malbec manquant. Voilà, donc c'est cette connexion historique avec ce qui était notre passé. Cheval des Andes, c'est ton bébé, non? Ouais, c'est exactement ça, c'est mon bébé. J'ai cette chance d'avoir ce joli bébé. Moi, je suis œnologue et agro de formation et je m'occupe effectivement du projet dans son ensemble.
Et puis bien entendu de l'élaboration des vins. Les assemblages, tout ça, c'est toi, quoi, en fait. Toute la partie créative, élaboration, avec Pierre Lurton, qui est le président de Cheval Blanc. Et puis mon équipe argentine, donc voilà ce mix entre français et argentin pour faire ce vin qui est le résultat de ce métissage entre deux grandes cultures et cet exceptionnel terroir. Dis-moi, je vois un terrain de polo, là. Oui. Je me trompe pas, c'est bien ça. Non, c'est bien ça. Je dis pas une grosse bêtise, quand même. Les gens sont souvent surpris en disant qu'est-ce que c'est que ce terrain de polo au milieu des vignes. On avait cette parcelle qui n'a jamais été plantée. Et voilà, moi je joue au polo avec un certain nombre d'amis ici. Et voilà, on s'appelait Cheval des Andes. Il y avait les Andes, il manquait les chevaux, l'Argentine, le grand pays du polo. Donc voilà, c'est une passion argentine qu'on fait partager aux gens qui viennent nous rendre visite ici. Eh ben écoute, si je peux faire partie de ces gens, ce serait avec grand plaisir. Si tu veux, écoute, on a nos écuries là-bas avec les chevaux. On peut aller jeter un œil et puis on met une paire de bottes et on peut pousser une balle si ça te fait plaisir. Ça me fera aussi si toi plaisir, ça te dérange pas, alors, bah d'accord alors, super. Très bien. C'est une grande première de rouler sur un terrain de polo en Méhari. Fin fond de l'Amérique du Sud. On va jeter un petit coup d'œil dans les vignes, non? Ouais, carrément, ouais. C'est la bonne heure en plus, l'éclairage est pas mal. Ouais. Je vais poser mes affaires et puis on y va. Avec plaisir. Donc là, on a du Malbec, historique. Voilà, ça c'est une des plus belles parcelles qui existent en Argentine à Mendoza. Voilà, c'est les Malbecs très phylloxériques qui ont été plantés à la fin des années 20, donc qui ont plus de 80 ans. Ils sont francs de pied, irrigués à l'arrêt par le vieux système d'irrigation traditionnel. Et c'est la dernière parcelle qui touche la montagne. On est au bord du Rio, collé à la montagne, donc il y a un terroir très très particulier au niveau sol et sous-sol. Et en plus une amplitude thermique colossale. Enfin, c'est un joyau extraordinaire avec lequel on fait le plus grand vin. Mais si tu veux, on va les voir, je te montrerai, on va descendre. Donc voilà, notre... Donc ça, c'est un monument historique, hein? Ouais, c'est exactement ça. C'est probablement notre plus belle parcelle, une des plus belles parcelles qui peut exister à Mendoza, aussi bien au niveau de la situation géographique, donc du sol, du sous-sol, de la proximité de la montagne, du bord du Rio, que de ce qui est planté. Donc c'est ces Malbecs pré-phylloxériques qui ont été plantés dans les années 20, des sélections massales, irrigués à l'arrêt, non greffés. Ça c'est un joyau qui n'existe plus nulle part ailleurs dans le monde. Et on utilise la fonte des neiges, donc cette eau qui descend des glaciers, pour avoir l'irrigation tout l'été, puisqu'il ne pleut pas d'eau. Il pleut pas du tout. Hein. Pas d'eau, il y a 15 cm, 20 cm par an en moyenne depuis les 20 dernières années. Et donc cette eau est pilotée dans des canaux et passe en bord de propriété et ensuite va courir dans ce premier canal-là et ensuite rentre dans les rangs. On a un tomero, c'est les gars qui s'occupent de l'irrigation, qui marche avec des bêches et avec sa bêche, il ouvre et il ferme des canaux. Si on veut irriguer, et ben le tomero avec sa sapa, cette espèce de bêche, il va ouvrir ça, hein, juste comme ça, il donne un coup, tac, et l'eau va courir et elle va descendre dans les sillons. Tu vois, on voit bien ici le passage de l'eau, elle va courir là comme ça. Le gros avantage de ça, c'est qu'on reproduit un système de pluviométrie. Le goutte à goutte, c'est une goutte toutes les secondes qui tombe sur le pied de la plante. Alors que nous, on irrigue pendant une journée, puis ensuite on stoppe pendant une semaine. La plante s'adapte, apprend à pas vivre forcément avec de l'eau, va chercher en profondeur, développe son système racinaire. Comme l'eau n'arrive pas en surface avec la goutte, tout ça, ça plonge très profondément. C'est des sols sableux et de graves. C'est combien? Tu sais combien ça plonge? Ça descend à 3-4 mètres. 3-4 mètres facile, ouais. Parce qu'on a ces sols, tu vois, c'est des sables, hein, c'est que du sable. Donc excessivement drainant en surface et encore plus en profondeur, puisqu'on a ces galets roulés là-dessous, donc qui permet à l'eau de s'infiltrer et aux racines de descendre profondément. Et donc ça, c'est le trésor de l'irrigation et l'Argentine traditionnelle, la fonte des neiges et cette eau d'une pureté fantastique qui descend et qui alimente nos vignes. Et comment en plus je suis la dernière parcelle collée à la montagne, ou la première, je reçois l'eau en premier. Donc une eau cristalline extraordinaire. Mon voyage en Argentine touche à sa fin. Je laisse Nicolas, ses chevaux et son terroir d'exception. Je repense à cette route des vins où chaque paysage, chaque rencontre défile comme des souvenirs indélébiles. Mais pour que ce voyage soit complet, il me reste encore une chose à faire, indispensable. Emprunter la route qui traverse la cordillère. Il y a peu de mots pour décrire cette route qui relie Mendoza au plus haut sommet du continent américain. Des paysages féeriques,
Des lumières dorées, entourées d'imposants sommets, la cordillère des Andes n'a pas de comparaison possible. Au milieu de ces paysages, j'attends avec impatience de me retrouver face à la sentinelle de pierre, la Concagua, qui du haut de ses 6959 mètres veille sur la beauté de l'Amérique latine, l'Argentine.